Vendredi 24 mars, bienvenue à toutes et à tous. C'est l'heure du journal sur Télé Sud et voici les titres. D'abord, le remaniement ministériel survenu cette nuit en RDC. On note l'entrée de deux poids lourds, l'ancien vice-président et ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba à la défense, puis le retour de Vital Kamerhe qui occupe désormais le poste de ministre de l'économie. Nous parlerons aussi de la victoire sans appel du parti du président Paul Biya aux élections sénatoriales. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, rafle la totalité des sièges à pouvoir. Les résultats ont été publiés hier par le Conseil constitutionnel. Et pour finir, la réforme des retraites continue d'embraser les rues de plusieurs villes de la France. Lors de la 9e journée de mobilisation jeudi, de nombreux incidents ont été signalés. 457 personnes ont été interpellées et 441 policiers et gendarmes blessés selon le ministre de l'Intérieur. On ouvre ce journal par la République démocratique du Congo où un remaniement ministériel a été annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi. Deux poids lourds de la scène politique du pays font leur entrée dans le gouvernement. Il s'agit de Jean-Pierre Bemba à la défense et Vital Kamerhe à l'économie. Le premier est un ancien chef de guerre condamné puis acquitté par la CPI et le second avait occupé la fonction de directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi. Un remaniement qu'on peut qualifier de stratégique à 9 mois de l'élection présidentielle. Soukaina Scalissal. Sont nommés vice-premier ministre et ministre aux fonctions. Un vent nouveau souffle dans les rangs du gouvernement de Félix Tshisekedi. Nouveau ou pas, puisque certains visages sont familiers. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le président congolais a effectué un remaniement gouvernemental. Un changement de gouvernement à 9 mois des élections présidentielles censées se dérouler le 20 décembre prochain. Premier visage de ce nouveau gouvernement, Jean-Pierre Bemba, nommé vice-premier ministre et ministre de la Défense. L'ancien chef de guerre avait été condamné à 18 ans de prison par la Cour pénale internationale pour des crimes commis en République centrafricaine. Après 10 ans d'emprisonnement, il avait été acquitté et avait participé à la dernière présidentielle. Son travail sera consacré en partie à la gestion des violences armées qui sévissent à l'est de la RDC entre les rebelles du M23 et le Rwanda voisin. Autre poste clé, celui du ministre de l'économie. Vital Kamerhe, l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, sera donc en charge de ce portefeuille. En 2020, il avait été condamné à 20 ans de prison pour détournement de fonds avant d'être acquitté en appel en 2022. Plusieurs membres du gouvernement ont conservé leur portefeuille, comme Julien Paluku à l'industrie, Nicolas Kazadi aux finances ou Patrick Mouyaya au porte-parole du gouvernement. Ce nouveau gouvernement comprend 57 membres, parmi lesquels 16 femmes. Toujours en RDC, une quinzaine de personnes ont été tuées ces 2 derniers jours par des groupes armés en Ituri, province du nord-est du pays. Selon des témoins, il s'agirait de la milice communautaire Sédéco qui aurait tué 6 personnes mercredi dans un village appelé Drodro et 3 autres jeudi dans une autre localité. Les rebelles ADF sont également pointés du doigt. Ils sont, eux, accusés d'avoir fait 6 victimes dans la chefferie de Bassili, dans la même province. Selon l'ONU, plus de 300 civils ont été massacrés depuis début décembre. Des massacres également au Mali avec des chiffres alarmants. Ils sont publiés cette semaine par la MINUSMA dans son rapport sur les violences et atteinte aux droits de l'homme au Mali. Dans cette note trimestrielle octobre-décembre, le constat est sombre. Selon ce rapport, le nombre de personnes tuées a doublé en 2022, alors que la mission onusienne a enregistré 584 morts en 2021. Elle dénombre plus de 1200 en 2022. Si les groupes djihadistes sont auteurs de la grande partie de ces massacres, la MINUSMA épingle également l'armée malienne et son personnel militaire étranger qui serait responsable d'un peu plus du tiers des violations commises l'an dernier, des exactions, des accusations plutôt rejetées par Bamako.
Au Tigré, l'administration civile a nommé un nouveau chef. Il s'agit de Getachew Rada. Lorsque le TPLF dominait le pays, il était ministre de la Communication. C'est notamment lui qui a négocié les accords de Pretoria et Nairobi avec le gouvernement fédéral. Accord qui a permis la fin des hostilités dans la région. Désormais, il se trouve à la tête de l'administration civile intérimaire régionale. Son portrait signé Mathieu Nicolas. L'information a été annoncée samedi à la télévision tigréenne Tigray TV. Getachew Reda est nommé à la tête de l'administration civile du Tigré. À 48 ans, il est un visage connu de la scène politique tigréenne. Entre 2012 et 2018, Getachew Reda est ministre de l'information du gouvernement fédéral éthiopien. Il avait été ministre, notamment ministre de la communication et porte-parole du gouvernement d'Addis Abeba lorsque son parti, le TPLF, dominait le pays. Plus récemment, ce rôle dans les accords de paix n'est pas à négliger. C'est lui qui a négocié avec le général Tsedkan Gebretenshae les accords de Pretoria et Nairobi avec le gouvernement fédéral. J'espère donc que nos efforts pour faire taire les armes seront sérieusement suivis d'effets. Notre peuple mérite toute la paix du monde et nous devons reconstruire les communautés qui ont déjà été anéanties à la suite d'une guerre aussi sanglante, qui s'est poursuivie ces 2 dernières années et se poursuit encore. Mercredi, les députés éthiopiens avaient retiré le TPLF de la liste des entités terroristes, comme le prévoit l'accord de paix signé par le mouvement rebelle avec le gouvernement éthiopien en novembre dernier à Pretoria. Cette levée de la qualification terroriste a ouvert la voie à la mise en place, également prévue dans l'accord, d'un gouvernement régional tigréen par intérim inclusif et dirigé par le TPLF jusqu'à ce que des élections puissent être organisées. Getachew Reda, le nouveau gouverneur du Tigré, n'aura pas la tâche facile. Beaucoup reste à faire dans le Tigré, former un gouvernement, payer les salaires des fonctionnaires et être l'unique interlocuteur des agences humanitaires, lesquelles se plaignent du flou dans l'administration de la province. Au Cameroun, victoire écrasante et sans surprise du parti du président Paul Biya au sénatorial 2023. Le RDPC rafle la totalité des 70 sièges. Les résultats définitifs de ce scrutin tenu le 12 mars dernier ont été proclamés jeudi par le Conseil constitutionnel. Chimène Baleba, Pierre Pafen-Dongo, Cyril Nguidjoy. Le verdict est tombé. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais remporte haut la main la totalité des sièges à pourvoir au sénatorial 2023. Le Conseil constitutionnel lève le suspense ce jeudi après avoir jugé irrecevables les recours déposés par certains partis d'opposition, dont le SDF et l'UDC. L'UDC s'en sort sans siège, mais l'UDC s'en sort toujours gagnant parce que nous démontrons depuis 2013 que l'UDC reste fidèle à sa position de parti de contradiction. Je dis mon infinie gratitude à son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État et président national du RDPC, qui a permis que mon nom figure dans cette liste. Pour une meilleure représentativité des formations politiques, la loi prévoit la nomination de 30 autres sénateurs, dont 3 dans les 10 régions du pays, ce qui porte à 100 le nombre total des représentants de la Chambre haute du Parlement camerounais. Cette année, le parti au flambeau est ultra-majoritaire dans les 2 chambres. En 2018, la formation n'avait raflé que 63 sur 70 sièges en jeu, soit 90% des suffrages. Le parti de Paul Biya s'érige une longueur d'avance à l'approche de la présidentielle de 2025. Une victoire qui coïncide avec la célébration vendredi du 38e anniversaire du RDPC, célébration placée sous le signe du renouveau. Philippe, le roi des Belges et son épouse, la reine Mathilde, ont entamé une visite d'État de 4 jours en Afrique du Sud. Hier, le couple royal a commencé cette visite par un moment de recueillement et par l'accueil présidentiel au Union Building, les bâtiments du gouvernement à Pretoria.
Le cyclone Freddy est passé, mais ses conséquences sont encore visibles. Outre les risques d'insécurité alimentaire qui pèsent, selon le Programme alimentaire mondial, les conditions sanitaires sont aussi déplorables. L'OMS met en garde contre les risques accrus pour la santé publique, notamment la propagation accrue du choléra sur le continent. Écoutez. La dévastation causée par le cyclone a accru les risques pour la santé publique, notamment la propagation du choléra, du paludisme, des maladies évitables par la vaccination, même de Covid-19 et de la malnutrition. Et bien sûr, le soutien au traumatisme et à la santé mentale est tout aussi nécessaire. Au total, 12 pays d'Afrique connaissent actuellement des épidémies de choléra et dans certaines parties de la région, les épidémies en cours sont exacerbées par des phénomènes climatiques extrêmes et des conflits qui ont accru les vulnérabilités, principalement parce que les gens se déplacent loin de leur lieu habituel de résidence. Le reste de l'actualité à présent préparé par Noël Ndong, Alexis Bétémier et monté par Ahmed Chigneo. En Guinée équatoriale, le virus Marburg a déjà fait 20 victimes en 2 mois d'épidémie, dont 6 décès en 10 jours dans la ville de Malabo. Les premiers décès ont eu lieu au début du mois de janvier et l'épidémie a été déclarée le 13 février. Cette augmentation rapide des décès laisse supposer une transmission plus large du virus. Cousin d'Ebola, la maladie à virus de Marburg est une maladie grave, souvent mortelle chez l'être humain, provoquant une fièvre hémorragique très virulente. Le système nerveux peut être atteint. Il n'y a, pour l'heure, ni traitement antiviral, ni vaccin, ni remède approuvé pour lutter contre la maladie de Marburg. Parmi les options permettant d'améliorer les chances de survie du patient, il y a la prise en charge rapide et la réhydratation. Les autorités tanzaniennes ont indiqué jeudi que les pilotes d'un avion qui s'était écrasé en novembre avaient ignoré des alertes automatiques. 19 personnes avaient été tuées le 6 novembre lorsque l'avion de la compagnie Precision Air, avec 43 personnes à bord, avait plongé dans les eaux du lac Victoria. La police avait mis en cause la mauvaise météo dans cet accident, considéré comme le pire depuis des décennies en Tanzanie. Face à la colère provoquée par cet accident, la présidente Samia Suluhu Hassan avait promis une enquête et ordonné le renforcement du dispositif d'urgence du pays. Près de 290 Ivoiriens ont été rapatriés jeudi depuis la Tunisie, où de nombreux migrants originaires d'Afrique subsaharienne ne se sentent plus en sécurité. Cela porte à 1053 le nombre d'Ivoiriens rapatriés de Tunisie depuis le 4 mars, sur les 2896 à s'être inscrits auprès de l'ambassade pour être rapatriés. Le 21 février dernier, le président Saïd avait affirmé que la présence en Tunisie d'immigrés clandestins d'Afrique subsaharienne était source de violences et de crimes, et visait à changer la composition démographique du pays. Les jours suivants, des migrants originaires d'Afrique ont fait état d'une recrudescence des agressions les visant et se sont précipités par centaines à leur ambassade pour être rapatriés. La contestation dans la rue contre la réforme des retraites a rassemblé jeudi plus d'1 million de manifestants selon le ministère de l'Intérieur et 3,5 millions d'après la CGT. Lors de cette 9e journée de mobilisation, de nombreux incidents ont été signalés. 457 personnes ont été interpellées, 441 policiers et gendarmes blessés selon le ministre de l'Intérieur, Souilas Baïhi. Ils étaient 3,5 millions selon la CGT et 1 089 000 selon le ministère de l'Intérieur. Au-delà de la traditionnelle bataille des chiffres, jeudi fut une énième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la 9e à l'appel de l'intersyndicale. Partout en France, les rues étaient pleines de manifestants déterminés à voir le projet disparaître. Si le président Emmanuel Macron espérait apaiser les tensions en s'exprimant mardi, son intervention semble avoir au contraire ravivé les flammes de la discorde. Vous le voyez, il espérait juste que les gens rentrent tranquillement chez eux, qu'il aille prendre le thé avec le roi d'Angleterre et que les gens allaient tranquillement accepter un tel passage en force. Mais la réalité, c'est que en ignorant, en méprisant, en insultant les Français, eh bien, finalement, le peuple factieux, il est aujourd'hui mobilisé en nombre dans la rue. Paris, Strasbourg, Bordeaux ou Nantes, le nombre de manifestants était incontestablement en hausse, atteignant par endroits des records. La journée a été marquée par de nombreux blocages et affrontements entre policiers et manifestants. Une tension croissante, laissant apparaître des scènes de plus en plus violentes. Hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a dénoncé les violences, accuse l'extrême gauche d'être responsable des dégradations.
Nous savons désormais, nous avons pu documenter que l'ultra-gauche est derrière une grande partie des manifestations violentes, que je ne veux pas confondre avec les manifestants pacifiques, évidemment, que nous devons protéger et que nous avons protégés, quitte à avoir un nombre de blessés chez les gendarmes et chez les policiers extrêmement nombreux. Mais je veux dire une nouvelle fois que l'extrême gauche ne gagnera pas et que nous avons su interpeller une partie des personnes qui menaient aujourd'hui ces contestations et que nous le ferons. Au lendemain de cette journée de mobilisation, les rues sont à nouveau marquées par le passage des manifestants. La porte d'entrée de la mairie de Bordeaux porte encore les stigmates des flammes de la veille. Selon les autorités, 457 interpellations ont eu lieu sur le territoire et 441 policiers et gendarmes auraient été blessés. Et ce vendredi, l'Élysée a annoncé le report de la visite d'État du roi Charles III et Camilla, son épouse, en France. Un report décidé après une demande du président Emmanuel Macron du fait des mouvements de protestation dans le pays. La mobilisation hier a été fédératrice, déterminée à garder l'opinion en évitant toute violence. Les syndicats ont constaté un regain de mobilisation pour la 9e journée d'action contre la réforme des retraites. Les manifestants, eux, se disent prêts à continuer. Je vous propose de les écouter. C'est bon, on en a suffisamment parlé, il n'a pas convaincu du tout, jamais, à aucun moment. On n'est pas convaincu, voilà. On n'est pas convaincu. Puis il nous méprise, c'est une colère, je suis en colère contre lui. Il nous écoute pas. Macron, si tu m'entends, arrête. C'est un mouvement qui se radicalise avec des gens qui ont l'impression qu'on ne les écoute pas. Emmanuel Macron est décorrélé de cette réalité, il a perdu, il sait plus où il en est. C'est très dommage. On ne laissera pas passer, on ira jusqu'au bout. On veut que tu retires ta loi. On n'est pas essoufflé et je pense que ça va se durcir encore un peu plus. Une note de culture à présent, la dernière exposition du photographe américain de renom mondial Roger Baleine s'ouvre à Johannesburg en Afrique du Sud. L'exposition explore les rapports antagonistes de l'homme avec la nature en se concentrant sur la faune décimée en Afrique. Visite guidée avec Souilas Baïhi. Une lionne piétinant un chasseur mort, fusil en main, ou un manège d'hommes chevauchant des animaux. Des représentations artistiques fortes dont le message est clair, dénoncer le mal causé par les caprices de l'homme sur la faune à travers le temps. Cette exposition est le fruit du travail mené par l'artiste new-yorkais Roger Baleine, installé en Afrique du Sud depuis près de 40 ans. Ce que nous essayons de documenter, c'est la première expérience des safaris et de la chasse en Afrique, plus ou moins entre 1870, les années 1880 et 1920 et les années 1930. Des œuvres chocs, d'un réalisme frappant, qui laissent transparaître l'abjecte réalité des ravages provoqués par la chasse sur le continent africain. Marquer les esprits pour agiter les consciences, c'est tout le but de la démarche de cet artiste, dont chaque œuvre provoque beaucoup de réactions. Nous espérons donc que l'exposition fera une profonde impression sur les gens, qu'ils comprendront mieux l'histoire de ce qu'il s'est passé et qu'ils seront psychologiquement interpellés par mon travail. Il s'agit donc d'une double démarche historique, c'est ce qui s'est passé ici, n'est-ce pas terrible, et psychologique, qui est l'esthétique de Roger Baleine. En 1994, Roger Baleine était l'auteur d'une exposition de portraits crus de Sud-Africains blancs aux traits disgracieux ou frappés de tares congénitales. Cette année-là, le pays sortait du joug de l'apartheid et l'exposition avait déjà connu un fort retentissement. Pessimiste quant à l'avenir, Roger Baleine a intitulé cette nouvelle exposition End of the Game, un appel à mettre fin aux actes qui menacent de disparition plusieurs espèces animales. On finit par ces images, les images de ce zèbre qui s'est échappé de son enclos en Corée du Sud et retrouvé dans les rues de Séoul. L'animal est devenu la star d'un moment sur Internet avant d'être capturé et transporté vers le zoo d'où il s'était échappé.
Terminus, tout le monde descend. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Soukaina Skali pour l'édition du soir. Quant à moi, retrouvez-moi demain pour le journal des correspondants. Au revoir.